On va commencer par parler de l'exposition inaugurale de la bibliothèque là, qui a été relocalisée dans l'ancienne église de l'Ascension. Ah oui, c'était vraiment un événement qui a marqué, disons, le quartier parce que au moment d'emménager dans le quartier à la fin des années 70, c'était un quartier qui n'avait aucune identité. Le quartier n'avait pas de nom. Le quartier était l'ancien quartier juif, à peu près ça. Sauf que les Juifs, c'était un peu paradoxal parce que les Juifs étaient partis. Les Juifs, disons, séculiers, de l'immigration à partir de la du début du siècle, étaient déjà partis dans l'ouest de la ville. Il y avait des Juifs qui sont venus par après. C'était des Juifs chassidim, beaucoup survivants de l'Holocauste. Mais c'était toute une autre identité. Donc, c'était vraiment ancien quartier juif, même s'il y avait encore des Juifs. Et le quartier était vraiment en transition. Il y avait quelques familles nouvelles qui étaient venues s'installer et qui commençaient à montrer de l'intérêt, de la curiosité pour cet endroit de la ville qui était ni francophone, ni anglophone, quelque part entre les deux, quartier immigrant, il y avait des Juifs, il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, mais un quartier qui ne... il y avait beaucoup au moment où nous étions arrivés, il y avait des maisons de chambre, c'était des migrants, des gens qui n'avaient pas vraiment pris racine dans le quartier. Alors, notre exposition et la fondation de notre société d'histoire, c'était le fruit, disons, de notre enquête, de notre recherche pour les origines de ce quartier-là et pour sa place dans la ville. L'exposition était due surtout à mes deux camarades hyper qualifiés dans la matière. Il y avait Bruce Russell, historien d'art, très intéressé par l'histoire de Montréal, par les artefacts, par les objets qu'il pouvait trouver, et Kevin Cohalan, qui était Cohalan en anglais, qui avait une passion, vraiment une passion pour l'histoire du quartier. Et j'ai accompagné mes deux amis dans cette quête, dans cette recherche. Et l'exposition a été le fruit de cela. Et c'était pour marquer aussi la nouvelle vocation de l'Église de l'Ascension, qui était passée d'une église de quartier, une église anglicane, à un centre communautaire, la bibliothèque, avec centre communautaire et surtout centre culturel. Alors, comment s'est constituée l'équipe? Hein? Parce que c'est ça, vous avez parlé de M. Cohalan, de M. Russell, il y avait M. Chouf aussi dans le comité organisateur. Alors, comment vous êtes retrouvés là, les quatre ensemble? Puis, parlez-nous de ça. Là. Bien, c'est une histoire de quartier, c'est une histoire d'amitié. Alors, Bruce, c'était mon ami, c'était un ami que je connaissais par ailleurs. Chris et Kevin, c'était des résidents du quartier qui habitaient à deux pas. Pour la petite histoire, Kevin et mes enfants et les enfants de Kevin étaient amis, surtout nos garçons étaient du même âge. Et sa femme aussi, Suzanne, très impliquée dans le quartier, très impliquée dans cette chose. Et c'était bon, les choses se sont constituées un peu de manière éparse. Il y avait d'un côté le comité des citoyens qui travaillait à des causes, le stationnement en épi qui était une grande cause, les relations avec la population chassidique, une cause, plusieurs autres choses pour lesquelles il fallait aller à
à la mairie, à l'hôtel de ville pour nous battre. Nous, l'histoire, c'était en parallèle. En même temps, en même temps ou peut-être après, j'ai fait aussi des histoires orales. J'ai pu enregistrer plusieurs des individus, des populations anciennes, parce que ce qui est intéressant à ce moment, et on en était conscient, c'était vraiment un passage, c'était le moment, il y avait un certain quartier qui mourait, le quartier des anciens, une certaine population grecque, italienne, ukrainienne. Mon voisin d'à côté était un Ukrainien avec une histoire fascinante. Il était d'un certain âge. Une certaine immigration prenait fin dans le quartier pour donner place à des gens comme nous, des jeunes qui achetaient des maisons, qui donnaient une autre couleur, disons, à ce quartier. Et on était conscient de ce moment de transition. Donc, on était à la recherche d'histoires des anciens résidents, de ceux qui étaient là depuis très longtemps, comme la famille Green. Je me souviens de les avoir rencontrés. Alors, c'était une famille juive séculière qui n'avait pas quitté, qui était restée. C'était assez inhabituel à ce moment-là, les familles juives établies depuis, disons, les années 20-30, qui sont restées, qui ne sont pas parties dans l'Ouest. Et une famille canadienne-française, Madame Nadon, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'était vraiment un personnage haut en couleur que tout le monde adorait. C'était la brigadière, on l'appelait la brigadière parce qu'elle aidait les enfants à traverser la rue. Et elle faisait partie des familles canadiennes-françaises qui étaient là aussi depuis le début du siècle. Parce que il y avait une histoire canadienne-française. Je dis pas québécoise, je dis bien canadienne-française dans ce quartier. Des gens, des fermes, il y avait très très longtemps. Alors ces gens-là, Madame Nadon, on avait fait un long interview avec elle et elle nous avait raconté comment elle avait vu le passage de temps. Et aujourd'hui, même si on entend les gens, il y a Yves Desjardins que vous devez connaître, qui est l'historien du quartier, il dit « Mylan, Mylan ». Alors, si vous entendez des gens qui disent « Mylan » de cette façon-là, vous savez que c'est des gens qui connaissent l'histoire canadienne-française du quartier, parce qu'après, c'était devenu Myland, et maintenant, il y a Myland et toutes sortes de variations dessus, mais Mylan, prononcé à la canadienne-française, c'est une désignation qui remonte très loin. Donc, l'exposition, le quartier, l'équipe, c'était tout ça. On était intéressés à toutes ces bribes d'informations qu'on essayait de mettre en ordre, que ce que vous avez comme illustration ici, c'est une image que Bruce Russell est allé trouver, ou je dis Bruce, mais c'était peut-être aussi Kevin, parce qu'il connaît l'histoire, des pieds noirs. De la population qu'on appelait pieds noirs qui travaillaient dans les carrières, parce qu'une partie du quartier, c'était des carrières à l'origine. L'exposition a eu beaucoup de succès, c'était c'est dommage qu'on n'a pas plus d'objets qui restent. On aurait pu faire un catalogue, on en parlait, mais le catalogue, c'est jamais fait. C'était un début, c'était vraiment le début de ce qui est venu par la suite, c'est-à-dire je pense que ça a eu l'effet d'inspirer de nombreuses personnes et des voisins qui ont vu cette exposition qui était à la deuxième étage de la nouvelle bibliothèque, magnifiquement restaurée. D'ailleurs, pour moi, c'est un exemple d'une restauration exemplaire d'un ancien bâtiment religieux. Parce que le Mylan, c'est beaucoup ça, c'est des bâtiments qui ont été restaurés
modifié, hybridisé, si je peux dire. Il y a plusieurs façons de faire cela. Et pour moi, l'Église de l'Ascension, c'est l'exemple parfait. Je peux vous donner un contre-exemple pour vous montrer à quel point l'Église, c'est meilleur. Alors, le contre-exemple, c'est la synagogue sur la rue Fairmount qui s'appelle B'nai Jacob. Alors, c'était une magnifique synagogue dans le style oriental de l'époque, des synagogues qu'on avait construites au début ou probablement dans les années 20-30. Et quand les populations partent, parce que c'est ça aussi l'histoire du Mile End, c'est les populations qui viennent et qui partent. C'est l'histoire aussi de l'église, la fameuse église St. Michael's, vous savez, qui était à l'origine une église irlandaise, mais qui aujourd'hui sait qu'il y a eu une population irlandaise dans le Mile End. En 1915, l'église St. Michael's était construite pour une population irlandaise. Je laisse cela entre parenthèses et je retourne à la synagogue qui était construite évidemment pour la population juive. Mais c'est une population juive qui est partie. Comme je viens de dire, la population juive est partie dans l'Ouest et a vendu en bonne et due forme ces monuments. L'Église est vendue au Collège français. En bonne et due forme. Là-bas, il n'y a pas de récrimination là-dessus, vendu en bonne et due forme. Sauf qu'est-ce que fait le Collège français? Le Collège français vient mettre une façade en briques jaunes devant l'ancienne porte de la synagogue et bloque complètement. Et maintenant, aujourd'hui, si vous regardez cette façade, elle monte jusqu'au front de la synagogue. Et ici, on peut voir une arche avec des lettres en hébreu qui est l'original de la synagogue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a en quelque sorte défiguré la synagogue. On a effacé son origine, son identité de synagogue pour en faire un collège français. C'était les années 60, c'était de très mauvais goût. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a l'air d'un geste irrespectueux, mais on va dire que c'était juste de mauvais goût. Alors que l'Église de l'Ascension, c'est tout ce qu'il y a du meilleur goût. Alors, c'est fabuleux. Ils ont pris l'Église, ils ont remplacé, ils ont pris les éléments extérieurs, ils les ont mis à l'intérieur, ils ont gardé une même vocation communautaire, publique, ouverte, pour faire une très, très belle bibliothèque. Alors, je suis très fière qu'on a pu faire notre exposition sur l'histoire du quartier dans cet édifice qui est tellement, disons, à l'image du quartier, à l'image de l'ouverture. Il y a toujours de la modification, il va y avoir toujours du changement dans un quartier, mais il faut veiller à ce que ces changements soient de nature respectueuse. De votre côté, est-ce que ça a alimenté des recherches pour personnel, disons, professionnel, à partir de cette exposition? Oui, tout à fait. Alors pour moi, découvrir le Mile End et puis vraiment ouvrir les yeux sur mon quartier, c'était, ça m'amenait à faire des réflexions sur l'évolution de la société en général et la société québécoise, surtout, je dirais, vers la fin des années 80, ou début des années 90, on remarquait une nette cristallisation et des attitudes vraiment très polarisées entre anglophones et francophones. Ce qui m'avait vraiment attiré l'attention, c'était ce qu'on appelait l'affaire Mordecai Richler, où Richler avait vraiment accusé les Canadiens français d'avoir une attitude très fermée à l'égard des autres. Je ne parle pas du fait si Richler avait raison ou pas raison, mais il y avait un discours politique
à cause du référendum, les référendums, très, très, très polarisés et très oppositionnels. Il y avait les francophones d'un côté, il y avait les anglophones de l'autre. Un jour, je me suis dit, les francophones, les anglophones. Ben, je regarde dans mon quartier. Il y a des francophones qui parlent anglais, et des anglophones qui parlent français. Il y a des Italiens qui parlent français, il y a des Français qui parlent... On est polyglotte dans ce quartier. Et ce quartier a une histoire qui n'est pas celle des francophones ou des anglophones. On se trouve entre les deux. On est comme dans un entre. Et cet entre a une identité différente. Et peut-être que cet entre peut nous enseigner quelque chose sur ces oppositions un peu stériles qui agitaient tellement la ville et la politique québécoise. Alors, c'est à partir je me suis mise à regarder de plus près ce quartier dont j'avais commencé à explorer l'histoire pour voir que les monuments du quartier, les événements, les édifices du quartier, les événements du quartier, comme la fameuse fête de la Saint-Jean, nous disaient autre chose sur Montréal et sur la société québécoise. Et en effet, puisque mon champ d'intérêt professionnel, si je dois dire, est la traduction, et la traduction dans le sens très large, c'est-à-dire comment est-ce que les relations interculturelles se font par l'échange et le transfert entre les langues. Alors je me suis mise à regarder les identités et les échanges dans le quartier. Et la Saint-Jean, par exemple, m'avait beaucoup frappée. C'était la première fête de la Saint-Jean qui avait nettement une saveur différente. On pouvait être nationaliste, c'est-à-dire pour le Saint-Jean, pour le Québec, mais pas d'une manière exclusive, pas d'une manière qui excluait les autres, mais au contraire, d'une manière qui accueillait les différences. Maintenant, cette diversité, je l'espère, est les choses acceptées, connues. Mais ça s'est, disons, manifesté, ça s'est matérialisé d'une manière particulièrement frappante dans le quartier du Myland, à cause de son histoire et à cause justement de ces identités qui se sont formées lentement. Comme je le disais, au moment d'arriver dans le quartier, c'était un quartier qui n'avait aucune identité. C'était pas Outremont, c'était pas Westmount, c'était pas Villeray, je sais pas. C'était pas des quartiers où c'était pas le plateau. C'était surtout pas le plateau de Michel Tremblay. C'était un quartier qui avait ses écrivains, mais qu'on lisait peu. Et avec les années, donc, j'espère que ce qu'on retient maintenant de l'identité du Myland, et un peu à partir de notre exposition, c'est cette identité mixte et multiple qui n'est pas différente du reste de Montréal, à quoi Montréal ressemble de plus en plus. Au début, vous avez parlé de la Société Myland pour l'histoire et la culture, qui est l'ancêtre de Mémoire du Myland. Mais pouvez-vous me parler un petit peu de cette expérience-là, de la création de la Société d'histoire? Là, je dois dire que c'est surtout Kevin. Kevin qui était mon maître, mon leader, mon chef, mon leader Maximus que je suivais. Il avait un enthousiasme, il avait une vision. Il voulait vraiment fonder au début, on était des amis intéressés à s'amuser, à explorer l'histoire du quartier. Lui, il voulait donner une vraie identité à la société. Il a fait en sorte qu'on acquiert des documents, qu'on devienne une corporation à but non lucratif, etc. Donc, c'est vraiment lui qui a mené cela. Par la suite, comme vous savez ou comme vous allez savoir, Kevin a mené plusieurs batailles. Kevin est quelqu'un qui a un rapport facile avec les leaders religieux. Il est allé beaucoup dans les églises pour rencontrer
les leaders religieux, comme les personnes qui s'occupaient de Saint Michael, l'église Saint-Michel Archange. Je pense que c'est à cause de lui qu'on a réparé le toit. Je ne suis pas sûre que ce soit lui, mais il était actif. Et il a aussi été très actif dans les activités d'ouvrir les églises pour les visites. Alors, c'est grâce à lui que j'ai découvert d'ailleurs cette église, qui est devenue aussi un sujet de fascination pour moi. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais c'est une église qui est vraiment singulière dans Montréal. C'est une église, vous savez que son architecte, c'est Aristide Beaugrand-Champagne. D'ailleurs, Kevin me rappelait dans une conversation téléphonique que je l'ai fait jouer Aristide dans une petite pièce que j'ai faite. J'ai fait une petite pièce sur l'église, et lui, il était l'architecte, et il lui ressemble, il était très bon, et il lui ressemble sur plusieurs aspects. Aristide Beaugrand-Champagne était un architecte, un savant, architecte du chalet sur le Mont-Royal et sur le Belvédère, c'est le mot que je cherchais, et de l'église aussi Saint-Michel-Archange, qui était construite pour des Irlandais et a ensuite été fréquentée par les Polonais parce que l'église est devenue polonaise, et par la suite par les Italiens à cause de la proximité. Il n'y a pas de rapport formel entre les Italiens et l'église, mais c'est parce que l'église se trouve dans le quartier où il y avait beaucoup d'Italiens, et lors de la cérémonie de la San Marziale, on utilise le parvis, le perron de l'église pour adresser la foule. Dans le temps, il y avait une course à bicyclette qui était magnifique. Au mois de juillet, il y avait des bicyclettes qui faisaient le tour du quartier, on entendait comme des abeilles qui s'en venaient. Et c'était pas des abeilles, c'était la course de bicyclette des Italiens. Et San Marziale, c'est une très belle statue qu'on garde à l'intérieur de l'église polonaise, autrefois irlandaise, qui est beaucoup donc fréquentée par toutes ces populations. C'est une église donc à l'image du quartier, très très mixte, cette église très pleine de langues et de mémoire de différentes communautés. Mais aussi sur le plan architectural, c'est une église fascinante parce qu'elle est construite dans le style byzantin à l'extérieur. Personne ne sait, ou durant très longtemps, on pensait que c'était grec parce qu'il y avait beaucoup de souvlaki dans le temps. Maintenant, il n'y a plus de souvlaki, mais c'est un style énigmatique. Il n'y a pas beaucoup d'églises byzantines à Montréal, il y en a quelques-unes. C'est une église qui est trop grande pour la rue. Si vous êtes devant sur la rue Saint-Viateur, vous ne pouvez pas voir l'église. Elle a été construite pour une superficie beaucoup plus grande et construite donc pour une population irlandaise. Et à l'intérieur, la décoration est très hétéroclite, mais vous avez surtout des fresques de Guido Nincheri, très célèbre décorateur d'église. Et à mon avis, ce sont les plus belles fresques qu'il a faites pour quelque autre église, parce que ce sont des anges qui tombent. Sur les piliers, vous avez des anges qui tombent, et ce sont des peintures absolument magnifiques. Malheureusement, on les voit très mal si on n'a pas des photos faites avec un éclairage le jour et avec un éclairage supplémentaire. Alors, le commun des mortels ne peut pas apprécier ces magnifiques anges tombantes. J'en connais pas d'autres.
d'anges tombantes dans des églises. Et donc c'est un monument absolument extraordinaire, cette église, pour toutes sortes de raisons. Un moment... est-ce que je reviens à la Saint-Jean? C'était des moments... sur le plan personnel, je pense que c'était sans doute des moments marquants pour moi parce que c'était la communauté. Alors on fêtait sur la rue Saint-Viateur. La rue Saint-Viateur a beaucoup changé de caractère au cours des années. Vous savez que pour le meilleur ou pour le pire, la rue Saint-Viateur est maintenant l'œuvre de Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est l'usine au bout de la rue qui emploie beaucoup de jeunes techniciens du web et qui mangent leur lunch sur la rue Saint-Viateur. Donc la rue Saint-Viateur est maintenant l'endroit où ils prennent leur lunch et transformé par cela. Mais avant, la rue Saint-Viateur, c'était beaucoup le mélange d'Italiens parce qu'il y avait les restants. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le Mile End, peut-être plus que d'autres quartiers, d'avoir des populations toujours en mouvement, mais des restants, des vestiges de population, parce que les Italiens n'habitent plus tellement le Mile End, mais ils viennent prendre leur café le samedi matin. Ils reviennent toujours. Les Juifs, et je ne parle pas des chassidiques, mais les Juifs séculiers n'habitent plus le quartier, mais ils viennent prendre leur bagel. Alors, et les Polonais n'habitent pas le coin, mais ils viennent à la messe le dimanche matin et ils vont acheter leur pierogi au magasin à côté de l'église. C'est 3 exemples, il y en a peut-être d'autres. Donc, c'est un quartier où les gens reviennent. Et dans le temps, le Saint-Jean, c'était une découverte. C'était la découverte de la communauté. C'était le début de beaucoup de ce qu'on voit maintenant à Montréal. Les vies de quartier, qui c'est beaucoup plus organisé. La ville, heureusement, reconnaît l'importance des quartiers, a mis les ruelles vertes, a instauré des mécanismes pour que les voisinages, les communautés vivent. Mais nous avions l'impression de découvrir. On découvrait le quartier, on découvrait les fêtes de quartier, comme le Saint-Jean, on découvrait ces mélanges. Je pense que le moment qui m'a le plus frappé, c'est quand il y avait qu'on faisait danser la foule à la Saint-Jean aux musiques nord-africaines. Alors ça m'avait vraiment frappé parce qu'avant le Saint-Jean, c'était que les violoneux, les bottines, j'ai oublié leur nom, mais je veux dire les bottines souriantes et la musique folklorique québécoise. Alors, pour une première fois, on voyait la musique folklorique de l'Afrique du Nord qui faisait pleinement partie d'une fête québécoise. Et c'était la même chose pour la bouffe. On faisait le tour de la bouffe, et la bouffe, c'était des mets haïtiens, des mets africains, des mets que tout le monde avait apportés. Alors, c'était un moment de découverte au début donc, des années 90 ou fin des années 80, où on avait l'impression de découvrir non seulement un quartier, mais une manière d'être, de découvrir que les gens n'étaient pas une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais on a été éduqués pour penser que les gens étaient une chose, québécoise, canadienne, anglaise, francophone, anglophone. On découvrait que par le fait d'avoir 2 parents d'origine différente, du fait de vivre dans un quartier où il y avait plusieurs influences, du fait de
participer à ce qu'on appelle la mondialisation, on pouvait être bien des choses en une personne et qu'on n'avait plus besoin de se définir comme une chose ou une autre. Alors, sinon, de s'identifier pleinement comme Mile-Indienne. Je pense que c'était le moment où j'ai découvert que d'être d'un quartier pouvait être d'acquérir une identité.